Bogota, la capitale de la Colombie, au début du mois de février. Ingrid Betancourt, candidate à l'élection présidentielle, fait une campagne un peu provocatrice. Bonjour monsieur, je suis Ingrid Betancourt et je vous offre du Viagra pour aider le pays à se redresser, pour construire la paix et pour mettre un terme à la corruption, pour que les gens se relèvent. Dans son programme, il y a la paix avec la guérilla. Le 22 février, elle se rend dans une petite ville du sud du pays dont le maire est un de ses amis et qui se trouve à la limite de la zone contrôlée par la guérilla. Le lendemain, elle est interceptée par des hommes à un barrage sur la route. Cette photo est prise quelques minutes avant son enlèvement. Quelques heures plus tard, les FARC, la dernière guérilla d'Amérique latine, revendiquent l'enlèvement par un message radio du commandante Fabián Ramírez. Ingrid est sur la liste des prisonniers échangeables. Il veut donc l'échanger contre des guérilleros emprisonnés. Depuis cette revendication, il n'y a plus eu de nouvelles. Nous avons décidé de partir sur les traces d'Ingrid Betancourt. C'est à Bogota que notre enquête démarre, dans l'appartement qu'habitent ses parents. Sa mère, son père et sa sœur nous reçoivent quelques jours après l'enlèvement. Sa sœur Astrid, qui comme Ingrid a la double nationalité colombienne et française, nous demande de lui transmettre un message si nous parvenons jusqu'à elle. Nous enregistrons ce message. Il n'y a pas une seconde qu'on ne passe pas aussi bien mon père, ma mère, tes enfants, ton mari, le père de tes enfants et mes enfants. Il n'y a pas une seconde qui se passe sans qu'on pense à toi. Elle souhaite aussi s'adresser à ses ravisseurs, en tous les cas à leur chef, le commandante Fabián Ramírez, qui dirige l'ensemble des fronts de la guérilla au sud du pays. Premièrement, au nom de la famille et de tous les Colombiens, nous exigeons la libération d'Ingrid. C'est également à Bogota que nous parvenons à établir le contact avec la guérilla. Notre interlocuteur n'a ni l'allure ni la barbe des guérilleros à la Che Guevara. Après plusieurs rendez-vous étalés sur une semaine, il vient à notre hôtel nous annoncer que nous serons accueillis par le Front 14, celui qui détient Ingrid Betancourt. Ils attendent votre arrivée. Les problèmes de votre sécurité seront réglés sur place pour que vous puissiez arriver sans encombre jusqu'au camarade Fabián Ramírez. Nous devons rejoindre au sud du pays la ville de Cartagena del Chaira, à côté de laquelle Ingrid Betancourt a été enlevée. Il nous conseille d'y arriver par le fleuve pour éviter les barrages de l'armée sur les routes. À Cartagena, il y a un embarcadère. Vous descendrez là et vous allez rencontrer notre contact qui va vous prendre en main. Après 2 jours de voyage, sur la rive droite du fleuve, c'est la ville de Cartagena, avec son débarcadère. Cartagena del Chaira, c'est la dernière ville que l'État colombien contrôle encore avant un immense territoire tenu par la guérilla, plus au sud. Débarquer à Cartagena, c'est un peu découvrir le Far West. Lorsque nous arrivons, des groupes de militaires sillonnent la ville. Ce que nous savons, c'est qu'en fait, l'armée envoie de temps en temps des patrouilles, mais que dès qu'elles ont tourné le dos, tout le monde se met à travailler pour la guérilla. Dans la réalité, Cartagena n'est plus contrôlée par l'État colombien depuis 2 ans, depuis qu'un commando de guérilleros a attaqué le poste de police qui n'a jamais été rouvert. C'est à côté de l'embarcadère que nous devons rencontrer notre contact, l'homme qui doit nous prendre en main. Il s'agit de celui qui porte une chemise marron. Il a refusé que nous le filmions. Nous avons tourné ces images à son insu. Pendant 3 jours, il nous fait attendre. Rien ne se passe. Et brusquement, au matin du 4e jour, en quelques minutes, il nous fait embarquer sur un bateau. Où va-t-on ? À Peñas Coloradas. C'est loin d'ici? C'est à 2 heures. Plus au sud. Le Caguán, cette rivière, va se jeter dans une autre rivière, le Caqueta, qui lui se jette dans l'Amazone. Cela fait une trentaine d'années que la guérilla a pris possession de ces territoires. Nous sommes en fait dans l'une des régions qui produisent le plus de cocaïne au monde. Ici, il y a un poste de contrôle de la guérilla. Il
Il y a même sur la rive une pancarte pour nous souhaiter la bienvenue sur le territoire du Front 14 des FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes. C'est ce Front 14 qui détiendrait Ingrid Betancourt. En fait, ce premier poste de contrôle ne nous contrôle pas. Les guérilleros de garde ont été prévenus de notre passage. Ils savent qui nous sommes. Encore 1 heure sur la rivière, et puis, sans que nous ayons remarqué quoi que ce soit, notre bateau se dirige vers la rive droite, englouti sous la végétation. C'est une jeune femme qui nous accueille, comme pour montrer que chez les révolutionnaires latino-américains, on n'est pas macho. Il faut que vous alliez par là. Un homme est venu nous chercher. Il se présente comme le camarade Rairo, commandant du Front 14. Quelques pas derrière lui, sur ce chemin bien tracé dans la forêt, guère plus de 500 mètres, et nous débouchons sur un camp. Il y a 5 grosses baraques couvertes de tôle ondulée, quelques cabanes en plastique, quelques parasols publicitaires. Nous sommes dans l'un des postes avancés de la guérilla, probablement le premier par lequel Ingrid Betancourt est passée après son enlèvement. En même temps que nous arrive une colonne de guérilleros. Ils sont une trentaine. Certains sont très jeunes. Il y a aussi des femmes. Comptez-vous. Le camarade Rairo nous a prié de l'attendre dans l'une des baraques. Lorsqu'il nous rejoint, nous lui demandons où se trouve Ingrid Betancourt et quand nous allons pouvoir la rencontrer. Nous avons un message de sa sœur pour elle. Non. Et même sur un plan humanitaire. Non, cela ne dépend plus de moi. Vous savez dans quelles conditions elle est retenue? Elle est bien. Comme n'importe quel autre de nos prisonniers. Est-ce qu'elle a le droit d'écouter la radio, de regarder la télévision? Je ne peux pas vous répondre, car je ne sais rien. On peut la voir? Non. Ça suffit maintenant. Le camarade Rairo n'a pas pour mission de nous en dire plus. C'est plus haut que l'on obtiendra le feu vert, si feu vert il doit y avoir. Plus haut, il n'y a que le commandant Ramirez, le grand chef. Le camarade Rairo, pour l'instant, a décidé de nous présenter le chef de ce camp. Elle s'appelle Sonia. C'est vous la chef ici? Oui. Et vous avez combien d'hommes? Actuellement, il y a une trentaine de combattants. Dans la guérilla, plus de 40% des hommes sont des femmes. Et elles sont nombreuses dans les unités combattantes. Chaque jour, Sonia entre en contact avec les autres camps proches du sien. Chaque jour, tous les mouvements des combattants sont rapportés à l'état-major. Sonia vit en permanence dans ce camp. Elle est mariée avec un guérillero qui, lui, est dans une unité mobile. Ils ont un enfant de 10 ans. Pour le moment, je ne m'occupe pas de lui. J'ai quelqu'un qui l'a pris en charge. Je m'en occupe lorsqu'il vient me voir, et à ce moment-là, je suis tout le temps avec lui. Parce que lorsque l'on rentre dans les FARC, on sait parfaitement que l'on va faire passer en premier le devoir révolutionnaire. Et après seulement la famille. Et si je meurs, je serai morte et ce ne sera plus mon problème de savoir si mon enfant a souffert ou pas. Cela ne m'intéresse pas. Le groupe qui est arrivé juste après nous va passer la nuit ici. En fait, nous sommes dans un campement de transit. C'est comme cela que fonctionne la guérilla. De nombreux camps comme celui-ci sont disséminés dans la forêt. Ils sont souvent vides et ils accueillent de temps en temps des unités qui restent quelques heures. Une grande mobilité pour éviter les bombardements de l'aviation. Pour la plupart, les guérilleros sont très jeunes. Parmi ces combattants, Claudia. Elle a 20 ans, mais déjà une vieille expérience. Les parents de Claudia sont des paysans et cela fait 5 ans qu'elle est dans une unité de combat. Qu'est-ce que c'est? Mon parfum à la vanille. Vous en mettez aussi ici dans la forêt? Bien sûr.
Regardez, ce sont toutes mes balles. Mon arme, c'est ma meilleure amie. Il faut avoir confiance dans son fusil. C'est lui dont notre vie dépend. Vous avez déjà tué quelqu'un? On n'arrive pas à se rendre compte si on a tué ou pas. Mais lorsqu'on est dans un combat et que l'on voit les autres en face, qui tombent quand on tire, on voit bien qu'ils tombent. Alors vous pensez avoir tué des ennemis? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans la guérilla? Pour s'engager, cela vient du fond de soi. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être guerriera. Depuis que je suis entrée à l'école. Au cours de la nuit, nous sommes réveillés par des bruits de moteurs. Des avions nous survolent. Les guérilleros nous demandent de ne pas utiliser de lampes. C'est avec notre caméra infrarouge que nous tournons ces images. Avec un scanner, Sonia essaye d'intercepter les conversations des pilotes, mais elle ne trouve pas leur fréquence ou alors ils ne parlent pas. Les bruits de moteur s'atténuent, puis disparaissent au loin. Il est 23 h. Alors, Sonia, avec sa radio, entre en contact avec un autre camp. Les mecs de la canne à sucre vont arriver et le hors-bord va nous rejoindre. Vous avez eu le commandante? Sonia era el comandante. Qu'est-ce qu'il vous a dit? De pronto. Dès qu'on a l'ordre, on regroupe toute l'unité et ils s'en vont. Sans doute le message était-il codé et les mecs de la canne à sucre dont elle a parlé, c'est probablement nous. L'interlocuteur de Sonia était le grand chef Fabian Ramirez. L'ordre qu'il a donné, c'est de lever le camp, de partir d'ici. En quelques minutes, toute l'unité est sur le pied de guerre. Les guérilleros nous entraînent vers la rivière. On part dans une opération? Je ne sais pas. On n'est jamais mis au courant. On ne le découvre que lorsque l'on avance. Les bateaux prennent la direction du sud. Pendant plus de 3 heures, ils nous emmènent ainsi à toute allure. Nous parcourons peut-être 100, peut-être 150 km. Et puis, alors que tout le monde somnole, engourdi par le roulis et par le bruit du moteur, une lumière sur la rive. Un signal. Nous étions attendus. Notre colonne s'enfonce dans la forêt. Nous marchons pendant une bonne demi-heure et nous débouchons dans une clairière sur un camp. Plusieurs baraques sont éclairées. Dans l'une, au centre, se tient une réunion. Au milieu de ces hommes qui sont probablement des officiers, peut-être l'état-major de la guérilla, une silhouette se détache. Celui qui est debout, c'est le commandante Fabian Ramirez qui a revendiqué le rapt d'Ingrid Betancourt. À notre réveil, nous avons la confirmation. Devant l'une des baraques, à une trentaine de mètres de la nôtre, celui qui est en train de se brosser les dents, c'est le chef des fronts sud de la guérilla. Seulement tout de suite, il nous fait savoir qu'il ne veut pas nous parler pour l'instant. D'ailleurs, dans la demi-heure qui suit, un guérillero nous emmène dans la direction de la rivière. Il nous a demandé de ne pas montrer son visage, il est brésilien. Sur le chemin, soudain, un bruit de moteur. C'est l'armée? Bien sûr. Ce sont des toucans, des avions de guerre équipés en bombardiers. Et pourquoi ils nous survolent? Ils veulent sûrement nous envoyer des bombes. Ce ne serait pas de chance pour vous s'ils nous bombardent. Vous avez déjà été bombardé? Oui, souvent. Notre guide brésilien fait partie des internationalistes bolivariens, comme ils disent, les combattants venus d'autres pays. Il nous précise que c'est à la demande du commandante Ramirez qu'il nous emmène pour nous montrer quelque chose. Direction le sud, pendant 2 bonnes heures. Jusqu'à ce village, dont on ne nous dit même pas le nom.
Il y a une centaine de maisons, plusieurs rues, et puis à nouveau des bruits d'avions. Et notre guide brésilien qui se dépêche de se camoufler. Regarde, filme, ils sont là. 3 avions passent haut dans le ciel, ils se dirigent vers le nord. Il s'agit probablement de ceux que nous avions entendus allant dans l'autre sens il y a un peu plus de 2 heures. Une fois les avions passés, les guérilleros ne se cachent plus. Ils ne cachent plus non plus ce qui est en train de sécher sur les terrasses des maisons. Cette poudre, c'est de la cocaïne. Car dès que l'on sort du village, on se retrouve dans des champs couverts d'arbustes. Et les feuilles de ces arbustes, ce sont des feuilles de coca. L'agriculteur qui s'occupe de ces terres, c'est cet homme. Il s'appelle Eladio. Marchant à côté de lui, l'un des responsables de la guérilla, Jacobo. Il est très connu, on nous en a déjà parlé, c'est un proche conseiller de Fabián Ramírez. Jacobo est prêtre. Au bout du champ, une baraque. C'est mon laboratoire, là où je fabrique la cocaïne, là où se fait le processus chimique. Qu'est-ce que c'est? De la pâte de cocaïne, de la pure. La position des FARC au sujet de la coca, c'est que l'on ne peut pas interdire aux paysans de cultiver leur seule source de revenus. Ils n'ont pas d'autre moyen de vivre que la coca. Tout ce qui sort d'ici, tout ce qui part vers les trafiquants est taxé par la révolution. La cocaïne, le nerf de la guerre, des millions de dollars. Jacobo le prêtre nous entraîne sur une colline qui domine le village et le fleuve, là au milieu de nulle part cette construction. Lorsque nous y pénétrons, cela ressemble à un bureau d'études avec une grande maquette. À quoi elle va servir cette piste? Cet aéroport va permettre de désengorger toute la région. Et Jacobo nous présente un homme qu'il appelle l'ingénieur. Tout ce projet a été imaginé par le camarade Fabián Ramírez. Ce projet, avec un stade de football grand comme le Stade de France, c'est celui d'une capitale rêvée par le commandante Ramírez, l'homme qui règne sur la guérilla et aussi sur la cocaïne dans tout le sud de la Colombie. Celui qui détient Ingrid Betancourt, candidate à la présidence de la République, et des dizaines d'autres prisonniers, des députés, des sénateurs. Voilà ce qui est déjà construit. C'est le terminal aérien, là où nous nous trouvons. Cela, c'est la Plaza de Toro. Et puis ici, la maison témoin. Tout cela, c'est grâce au camarade Fabián. La piste de l'aéroport, la voilà. La maison témoin est effectivement terminée. Et ça, c'est la Plaza de Toro. Le bateau nous ramène vers le camp que nous avions quitté le matin et où se trouve Fabián Ramírez. Cela fait un quart d'heure que nous avons quitté le fleuve et que nous marchons en direction du camp lorsqu'un groupe vient à notre rencontre. C'est le commandante Ramírez, mais il ne semble pas plus disposé qu'il ne l'était ce matin à nous accorder du temps et à nous parler d'Ingrid Betancourt. Non, non, ne filmez pas. Écoutez-moi, sinon ça ne va pas aller. On se verra plus tard. Mais on peut venir avec vous? Non, non. C'est par la rivière Caguán qu'arrive tout l'approvisionnement qui permet à la guérilla de continuer son combat. L'argent de la cocaïne permet de tout acheter, comme les réserves d'essence qui arrivent cet après-midi de Cartagena. Parmi les guérilleros qui remontent les bidons Javier, il a un surnom, Bateria, la batterie. Quelques instants plus tard, il nous entraîne à l'écart. Voilà ma carte d'identité, la vraie.
Et celle-ci, c'est l'autre, la fausse. C'est ma carte d'identité pour le travail. En quoi consiste votre travail? Je suis pistolero, tueur pour les FARC. Il faut être sérieux et savoir bien gérer son travail. C'est un poste à responsabilité. On vous a souvent envoyé tuer? Bien sûr. Comment ça se passe? Je m'habille en civil, élégant, bien habillé, avec de belles chaussures et des habits neufs. Il faut que l'on cache tout ce qui fait militaire. Vous n'avez pas de remords? Non. Combien de fois avez-vous fait le tueur? Je n'ai pas compté. Beaucoup? Oui, beaucoup de fois. On arrive, on voit la cible, on repère quel type d'homme c'est. Il faut le suivre, et lorsqu'on a tout repéré, on fait le travail. Nous sommes le soir du 23 mars. Il y a exactement un mois qu'Ingrid Betancourt a été enlevée. Elle se trouve probablement pas loin de nous, mais nous sommes à la merci de son kidnappeur, qui n'a toujours pas décidé de nous parler. Comme tous les soirs, les guérilleros se sont rassemblés pour regarder les nouvelles à la télévision et la nouvelle qu'ils viennent d'apprendre, c'est qu'à Bogota, ce 23 mars, Don Gabriel Betancourt, le père d'Ingrid, vient de mourir à 83 ans, exactement un mois après l'enlèvement de sa fille. Interrogés par les journalistes, les enfants d'Ingrid disent leur tristesse et celle d'être sans nouvelles de leur maman. Il faut libérer ma mère pour qu'elle puisse être à l'enterrement de mon grand-père. Il faut la libérer maintenant. Cette nuit-là, le commandante Ramirez ne nous dira pas un mot et personne autour de lui n'a la moindre réaction, la moindre émotion. Dans la guérilla, tout le monde se lève avec le jour à 4 heures du matin. Parmi les guérilleras, la plus jeune a 15 ans. Elle s'appelle Oriana. On nous a prévenu que nous allions partir avec elle. Le perroquet, il est toujours avec toi? Oui. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Je déballe mon équipement parce que je ne vais pas tout emporter. Combien d'armes as-tu sur toi? Là, j'ai mon pistolet et ici mon fusil. Normalement, une jeune fille de 15 ans, ça fait autre chose. Mais il y a tellement d'injustice. La guerre est dure. Et tu es tout le temps avec le commandante Fabian? En ce moment, oui. Qui est Fabian? C'est un commandant qui se bat pour établir la justice pour tout le monde. Il lutte pour que le peuple mange, qu'il étudie, et voilà. Oriana est orpheline. Elle a été prise en charge par la guérilla il y a 5 ans, elle en avait 10. Le commandante Fabian Ramirez est son parrain. Oriana nous a entraînés jusqu'au débarcadère. Elle nous annonce que quelqu'un va venir nous chercher. C'est un homme en civil qui nous demande de le suivre sur ce ponton au milieu de la végétation. Et au bout du ponton, nous débouchons sur une maison en construction. Il y a 5 ou 6 sentinelles et puis sur la terrasse, 2 vieilles connaissances. Jacobo, le prêtre, conseiller du commandant. Et puis le camarade Rairo, le chef du front 14. Et puis, jouant avec son chien, celui qui nous fuyait depuis notre arrivée. Il accepte enfin de regarder le message qu'Astrid, la sœur d'Ingrid Betancourt, nous a demandé de lui transmettre. Au nom de la famille et de tous les Colombiens, nous exigeons la libération d'Ingrid. Nous pensons que c'est très négatif pour la guérilla, parce que la liberté d'Ingrid ne peut pas être monnayée. La guérilla perd le soutien de la communauté internationale. Voilà ce que j'ai à dire à Fabian Ramirez.
Vous avez tout écouté? C'est toujours le même argument, c'est de la langue de bois. Cela ne me touche absolument pas. Notre préoccupation, c'est le peuple, la collectivité. Eux ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent pas au peuple comme nous. Elle est venue faire de la publicité pour l'armée et elle en subit les conséquences. Que l'armée n'essaye pas de la sauver, ce serait une énorme erreur. Après, si elle est tuée, on dira encore que c'est de notre faute. On veut montrer au pays qu'avec leur arrogance, ils n'obtiendront rien. Qu'ils mettent tout l'argent qu'ils veulent dans la guerre, ils n'obtiendront rien. Qu'ils arrêtent de croire que les aides américaines, leur aviation et leurs armes vont les aider. Cela ne servira à rien. Pour lui, l'entretien est fini. Plus question de parler d'Ingrid Betancourt, pas question de la voir. Il retourne jouer avec son chien. Il s'appelle Dorado. Fais-nous une démonstration. Dans les minutes qui suivent, il nous fait reconduire à la rivière. Un bateau va nous ramener jusqu'à Cartagena del Chaira. Pendant 3 semaines, le commandant Ramirez nous avait baladés dans l'immense territoire qu'il contrôle. Lorsque nous sommes partis, il nous a fait dire que le jour où il aura décidé de nous faire rencontrer Ingrid Betancourt, il saura nous prévenir où que nous soyons, même à Paris. Lo va a encontrar, caro van a pagar lo que están haciendo de autodefensa, no tienen nada, al contrario a Colombia están destruyendo, entonces digo yo, que ellos son los malos, porque la guerrilla carga la mala fama, entonces digo yo, si ellos son los malos, porque la guerrilla carga la mala fama, que hago llegar un consejo.